Au volant, dans un lit, confortablement assis dans un fauteuil, côtelé ou serré dans un transport très commun, soyez les bienvenus sur Combat Futur, le podcast de son commandement. Survolons aujourd'hui agilement l'actualité au ronronnement alarmant du monde du drone militaire. Et pour cela, nous recevons le lieutenant-colonel Olivier, officier de programme pour les drones au sein de la section technique de l'armée de terre. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, désolé, mais officier de programme, c'est quoi ? Alors, l'officier de programme, c'est le garant du besoin militaire. Donc, il doit s'assurer que l'ensemble du spectre DORES, donc DORES, c'est l'acronyme pour doctrine, organisation, ressources humaines, équipement, soutien et entraînement, répond aux attentes de l'armée de terre. On ne peut pas avoir un drone sur lequel il n'y a pas un cursus de formation, sur lequel il n'y a pas de soutien. Donc tout ça, je dois m'en assurer pour que de l'élaboration du besoin jusqu'au retrait de service, tous les voyants soient ouverts pour que la capacité soit pérenne et que l'emploi soit nominal au sein de l'armée de terre. Alors, pouvez-vous nous faire un cours historique de l'emploi du drone dans l'armée de terre ou dans l'armée française en général ? Eh bien, les drones sont arrivés dans l'armée de terre en 1964. Donc on dirait pas, mais c'est une réalité. Il y a plus de 60 ans qu'on a des drones dans l'armée de terre. Ils étaient utilisés dans des régiments spécialisés. Aujourd'hui, nous avons le 61e régiment d'artillerie à Chaumont, qui est un régiment exclusivement fait d'opérateurs drones qui mettent en œuvre tous ces drones. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les caractéristiques du drone de combat aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a différents types ? Comment est-ce que vous les caractérisez ? Oui. Alors, pour tous les drones aujourd'hui, dans l'armée de terre, on a une trame drone, une trame avec 3 grandes catégories. La première, ce sont les drones du combattant, donc qui permettent le combat de contact dronisé. Ils sont mis en œuvre par des télépilotes qui sont des combattants et c'est une seconde qualification. Donc c'est un deuxième emploi pour ces combattants qui sont télépilotes drones. Et globalement, dans la majorité des cas, pour ces drones, ces micro-drones, l'emploi du drone, c'est celui de la jumelle déportée. Chaque groupe de combat a des jumelles. Et bien maintenant, avec les drones, ils ont une jumelle déportée qu'ils peuvent envoyer à 1, 2, 3, 4, 5 km, ce qui leur permet d'avoir une meilleure connaissance du champ de bataille sur le terrain ou sur l'ennemi. Alors ce drone, c'est un peu celui qu'on va retrouver dans le drone FPV ? Alors le FPV, c'est une sous-catégorie. Les drones se pilotent soit avec une tablette, donc ce sont des vols un peu préprogrammés avec des systèmes de waypoint, où le drone se déplace sur des trajectoires prédéfinies, alors que le FPV, c'est grâce à un masque de pilotage immersif où l'opérateur est entièrement dédié au pilotage, et là, avec un joystick type manette de PlayStation, il va piloter son drone à des vitesses assez importantes, 200 km/h, voire plus. Alors, on parle souvent, parce qu'on voit maintenant beaucoup de vidéos de ces petits drones, mais on utilise encore du grand drone qui fait plusieurs mètres d'envergure. Ça existe encore dans l'armée ? Ah, bien sûr, pour nous, les drones, les 3 catégories. Les drones du combattant sont les petits drones, au service d'un seul combattant, mais aussi les drones spécialisés. Donc, drones spécialisés, eux, ils vont déjà être un peu plus gros. C'est jusque 150 kg, donc plusieurs mètres d'envergure également. Et ces drones sont dédiés à des fonctions opérationnelles spécifiques, mis en œuvre cette fois par des spécialistes, dont le métier de télépilote sera le métier principal. Donc ce n'est plus une double casquette, c'est bien un métier à part entière, avec une filière particulière. Et ces drones-là, on les retrouve dans toutes les fonctions opérationnelles, que ce soit l'artillerie, le génie, la géographie, etc. Et enfin, nous avons la catégorie des beaucoup plus gros drones, les drones du commandement, supérieurs à 150 kg, et qui, eux, ont vocation à donner une autonomie tactique au chef de la grande unité. Donc le commandant du corps d'armée ou de la division, avec ces grands drones, de plusieurs mètres d'envergure, juste une vingtaine de mètres d'envergure, une tonne d'eux, vont pouvoir faire du renseignement multicapteur sur une zone très vaste pour pouvoir contribuer à la transparence du champ de bataille. Et en tout cas, lui, il faut avoir ses propres drones, le chef tactique, pour avoir son autonomie tactique sur le terrain, ne dépendre de personne d'autre. Alors attention, les questions vont fuser parce que cette technologie qui clairement change la donne, on peut mesurer les progrès non pas en années mais en mois. Là, on entend parler d'une nouveauté, c'est la fibre optique.
qu'est-ce que c'est et pourquoi un drone et une fibre optique? Alors historiquement, les drones se pilotent tous, et c'est encore la majorité des cas, avec une liaison de données basée sur une fréquence. Donc il y a une fréquence radio entre le drone et la station de contrôle. Alors fréquence qui est militaire ou... Une fréquence, ça peut être une fréquence qui peut être civile, type le Wi-Fi à 2,4 GHz, mais également une fréquence militaire où on est dans une autre gamme. Mais dans tous les cas, une fréquence, c'est brouillable. Et pour éviter le brouillage, il y a la technologie de la fibre optique qui a été mise en place. Et actuellement, on est dans les phases d'expé. On commence à le voir apparaître en Ukraine où au final, le drone, entre sa station de contrôle et lui-même, il y a une espèce de fibre optique qui va se dérouler, une grosse bobine énorme de peut-être de 20 cm de diamètre qui va se dérouler tout au long du trajet du drone. Et ça lui permet de ne pas être brouillé car la fibre optique, ça reste un lien direct. Alors là, je vais peut-être choquer, mais est-ce qu'on peut dire que le drone au sein de l'armée de terre, c'est la nouvelle artillerie, c'est le nouveau sniper qu'est-ce que c'est exactement? Alors déjà, le drone, j'ai dit juste avant, il y a plusieurs catégories. Et donc pour la partie artillerie, l'objectif, c'est d'accélérer la boucle renseignement-feu. Donc on a ces drones qui sont de véritables équipes d'observation dans le ciel et qui vont pouvoir aller un peu chasser des objectifs pour pouvoir permettre le traitement par les feux. Donc on a bien le drone qui fait l'acquisition d'un objectif. Il est relié dans le cadre de l'artillerie au système de combat Atlas. Et donc les données sur l'objectif, donc les coordonnées, sont directement envoyées dans un PC artillerie et au niveau des lanceurs, donc les César ou les LRU, lance-roquettes unitaires, et ensuite on peut neutraliser la cible. Donc on a en permanence le drone qui va faire de l'acquisition d'objectifs, pouvoir observer les tirs et les guider pour pouvoir neutraliser les différents moyens d'adversaire. Alors, là on parle de drones militaires, mais est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de totalement différent du drone civil? Alors il y a une grande partie des technologies qui est commune aux deux mondes. Une tablette, on le voit dans le commerce, on peut acheter un petit drone, 500 €, une tablette, un drone simple, une liaison Wi-Fi, et terminé. Pour le drone militaire, qu'est-ce qu'on apporte dessus? C'est des capteurs particuliers. Donc des capteurs optiques, voie jour, voie nuit, donc de manière à pouvoir avoir une détection, reconnaissance, identification beaucoup plus importante qu'avec la simple caméra qui va être sur celle d'un smartphone qu'on retrouvera sur un petit drone. Et également, on a des capteurs particuliers, des radars par exemple, radars GMTI, qui vont permettre de détecter les mouvements de véhicules ou de personnel jusqu'à plusieurs kilomètres. Donc on a bien des capteurs particuliers. On a de la guerre électronique. On peut imaginer des capteurs qui permettent de détecter des moyens radio ennemis, des moyens de communication. Et donc du coup, avec nos drones et toutes les capacités qu'on va pouvoir leur greffer, on aura des effets différents. Et je ne parle pas bien sûr des drones armés. On peut avoir des drones avec comme les plus gros drones avec des munitions type bombe, mais également les plus petits drones qui pourront larguer des grenades. Et ça, on le voit dans toutes les vidéos de l'Ukraine où il y a des dispositifs de pinces qui permettent de larguer une grenade à partir d'un petit drone. Alors, c'est encore autre chose, la munition téléopérée? Alors, la munition téléopérée, c'est comme un drone classique d'observation, sauf qu'on va la faire s'exposer sur la cible. Donc, c'est un peu un drone kamikaze, mais dont le pilotage jusqu'au dernier moment revient dans les mains du télépilote qui pourra décider de l'action de frappe. Donc c'est une munition, ce n'est pas un pilotage immersif comme on a avec les drones FPV, donc c'est bien du vol avec des trajectoires préprogrammées, des trajectoires avec des waypoints, jusqu'à une zone où au final le drone, par rapport à l'objectif qui va être déterminé et vu en temps réel par le télépilote, pourra décider de frapper sous le bon angle, au bon endroit, la cible. Donc à ne pas confondre avec le drone FPV qui lui se pilote avec un masque immersif. Et donc là on aura la MPI, munition à pilotage immersif. Et donc là ce n'est plus des vols préprogrammés, mais c'est bien du pilotage avec le joystick, avec un joystick type PlayStation, où là, grâce à son masque immersif, le télépilote va amener le drone sur lequel est fixée une munition pour aller s'écraser sur la cible. Alors, à part ces drones kamikazes, le drone militaire, c'est quoi sa durée de vie? Alors, la durée de vie d'un drone, ça va dépendre déjà de sa taille. Globalement, un gros drone très sophistiqué, avec des capteurs très performants, des capteurs haute valeur, celui-ci aura une durée de vie très importante. Donc avec un système de soutien adapté pour lui permettre
de rester opérationnel le plus longtemps possible. En revanche, pour tous les petits drones dont les technologies telles le glaive et le bouclier ne font qu'évoluer, donc on a un drone avec une liaison de données particulière, mais en face il y aura des brouilleurs, donc on va mettre après un système anti-brouillage sur le drone, etc., etc. Tout ça, ce sont des drones qui auront une durée de vie courte, 3 ans, 5 ans. Et donc l'enjeu, c'est bien d'avoir des flux permanents de drones qui vont être livrés aux unités avec ces nouvelles capacités pour rester à l'état de l'art et rester performant et pouvoir dominer l'adversaire. Et j'ai envie de parler aussi de durée, mais de quantité. Est-ce qu'on connaît le nombre de drones que l'on doit employer à l'avance ou Alors les drones, en 2021, l'armée de terre avait comme objectif de disposer en 2025 de 3000 drones pour toutes les unités. Bon, cet objectif a été dépassé. En 2024, on était déjà à plus de 4000 et aujourd'hui, on ne parle plus de quantité, on parle de flux, ce dont j'ai parlé juste avant, des flux de drones. Et l'objectif de l'armée de terre, l'ambition, c'est d'avoir un drone par groupe de combat ou par plateforme de combat. Donc chaque véhicule de combat, chaque groupe de combat, donc classe 8 à 10 hommes, possède son propre drone adapté à sa mission. D'ailleurs, comment est-ce qu'on a fait, et on fait encore dans l'armée française, pour amener cette technologie jusqu'au groupe de combat? Alors, les drones, justement, nous, à la STAT, on évalue différents drones. On permet après leur déploiement avec des plans d'équipement qui sont faits, où au final, tous les drones qui sont acquis, suivant un volume financier prédéfini et une quantité cible, sont ventilés dans les unités de l'armée de terre. Donc ça, c'est ce qui vient par le haut. On définit des standards avec des capacités opérationnelles qui pourront être atteintes grâce à ces drones. Mais en même temps, les unités ont la possibilité d'acheter directement des drones, donc là en décentralisé, pour pouvoir s'acculturer à la mise en œuvre, etc., voire même les employer. Et vous avez un moyen d'avoir un retour d'expérience? Oui, on y va. Pour tous les drones sont déclarés au sein de l'armée de terre, donc on peut les recenser. On a le système AGAT qui nous permet de suivre en temps réel la disponibilité de tous les drones. Donc on a la flotte drone qui en permanence peut évoluer, peut être incrémentée, avec de nouveaux drones dans ce système AGAT. Et on a également le suivi des heures de vol des télépilotes. Donc en fait, avec tout ça, on a une vision globale de l'emploi. On peut même avoir, si on veut, l'emploi par régiment, par unité, par pilote, savoir quel est l'historique pour tel drone, combien d'heures il a pu effectuer, etc., de manière à avoir une vision globale. Alors, on parle de technologie, mais revenons à l'humain. Télépilote, vous dites, existe-t-il déjà une école du droniste? Alors oui, depuis 2023, on a à Chaumont l'école des drones. L'école des drones, donc 50 à 60 personnes, d'experts qui vont former sur toutes les plateformes de drones différentes en service de l'armée de terre les différents télépilotes qui sont dans les régiments. Et donc il y a des différents types de formations, des formations théoriques déjà, parce que c'est pas inné, il faut d'abord avoir une acculturation à la prise en compte de la troisième dimension. Faire évoluer un drone dans le ciel, c'est pas la même chose qu'un véhicule en 2D. Donc il faut avoir cette appréhension de la 3D, connaître les différentes réglementations, et ensuite l'emploi qu'on peut en faire. Donc ça, c'est du théorique. C'est des formations pour justement les pilotes, mais aussi pour les officiers d'état-major, parce qu'en état-major, il faut savoir pouvoir employer le drone. Et après, on en vient aux formations purement techniques, où là, on va apprendre à piloter un type de drone particulier. Et d'après vous, quelles sont les qualités que doivent avoir ces opérateurs? Alors déjà, s'il y a tout ce qui est sur cursus de formation, on a déjà la prise en compte de la 3D. Faire évoluer en 3 dimensions un drone. Si on s'affranchit du relief, forcément, on va se planter dans un poteau électrique, dans une montagne, dans une forêt. Donc il y a cette appréhension de la 3D. Ensuite, c'est l'agilité. Agilité intellectuelle, pourquoi? Parce que les drones, c'est une technologie qui est assez mouvante, avec un niveau de complexité quand même qu'il faut maîtriser. Donc on a des drones certes qui seront très simples pour les drones du combattant, mais des drones qui vont pouvoir être assez techniques. Et après il y aura des procédures particulières où encore une fois en 3 dimensions, il va falloir mettre en œuvre le drone suivant certains critères d'angle, de distance, de hauteur, etc. pour avoir un rendu le meilleur possible. Alors, on parle de maintenance aussi, de do-it-yourself, d'imprimantes 3D. Est-ce que ça reste aussi au cœur du métier de droniste où
on aura sinon on aura des opérateurs qui prendront un ready to fly et puis qui l'oublieront. Alors on a les deux, on a des drones qui sont achetés et directement mis en service dans les unités, même avec du soutien très limité, voire pas du tout, parce que c'est des drones qui vont quasiment être jetables, surtout pour tout ce qui est munitions téléopérées. On a des drones qu'on peut fabriquer en do it yourself, donc type Ikea. L'opérateur a son plan, son modèle, et il va assembler son drone pour pouvoir le faire voler. Donc ça, on en est qu'au début encore, mais c'est ce qui se passe beaucoup en Ukraine, où au final, il y a des petites fabriques décentralisées où les gens vont assembler leur propre drone pour le mettre en œuvre immédiatement après. Là où c'est intéressant pour nous, surtout, c'est pour la maintenance. L'imprimante 3D est utilisée pour la maintenance, pour des réparations de petites pièces, pour améliorer les drones. Et donc là, ça nous permet de maintenir en vie de manière beaucoup plus longue les drones à des coûts assez réduits. Alors, il y a un terme qu'on entend souvent, peut-être que vous allez pouvoir nous l'expliciter, c'est celui d'essaim. Alors, est-ce que l'essaim de drones, peut-être géré en partie par l'intelligence artificielle, je sais pas, n'est pas du domaine de la science-fiction? Alors non, c'est pas de la science-fiction. Les essaims de drones, au sein de l'armée de terre, on est déjà en train de les expérimenter. Donc les essaims de drones, déjà pour resituer, le essai de drone, c'est avec une seule équipe drone, voire même un seul opérateur, on va piloter plusieurs drones. Donc effectivement, il y aura de l'intelligence artificielle pour assister l'opérateur et l'aider à répartir les drones dans l'espace, dans le temps, avec différentes missions ou une seule mission. Donc on peut imaginer, nous dans nos expérimentations, on a plusieurs véhicules, mais un seul opérateur va piloter les drones qui vont partir de différents véhicules. Donc on a ce qu'on appelle des caissons ruches, dans lesquels il y a plusieurs drones, et tous ces drones vont partir ensemble ou en différé pour aller sur une même zone, pour par exemple la cartographier ou obtenir du renseignement. On peut même avoir des drones qui vont après larguer des munitions. Donc c'est vraiment des drones qui vont agir au profit d'une même mission, commandée par un seul opérateur, mais dont l'action va être coordonnée, où il y aura une assignation de zones d'observation pour chacun d'eux. Ensuite, il y a des retours de flux vidéo. On peut avoir une cartographie 3D qui va être en 10 minutes par exemple faite sur le terrain. Donc on peut imaginer une zone de 1 km par 1 km qui va être cartographiée en quelques minutes par les drones. Ce fait que la section de combat d'infanterie est là, quasiment, son image satellite qui va lui dire comment est le terrain et où est positionné l'ennemi si jamais elle doit mener un assaut. Ça répond presque à ma prochaine question, mais le drone du futur, est-ce que c'est un drone qui va plus vite? Est-ce que c'est un drone qui porte plus lourd? Eh bien, il faudra tout type de drone. Avoir un seul type de drone, une fois qu'il y aura quelque chose pour le contrer, c'est fini, tout est au tas. Donc déjà, la diversité sera un élément majeur pour pouvoir être opérationnel et efficace face à un ennemi qui aura des parades. Donc on aura bien des drones lents, parce que pour faire de l'observation, de l'acquisition d'objectifs, on ne pourra pas le faire à 400 km/h, on voit bien qu'il faudra être assez lent, plus sur du 60 km/h, alors que pour aller frapper un ennemi avec une munition à pilotage immersif, eh bien là il faudra aller très vite, plus de 200 km/h, 400, de manière à pouvoir franchir des rideaux de défense solaire, de lutte anti-drone, pour pouvoir atteindre l'objectif sans avoir été neutralisé. Alors qui dit drone, vous en avez parlé déjà tout à l'heure, dit lutte anti-drone, où en sont les avancées dans cette matière? Alors, la lutte anti-drone avance aussi vite que la technologie drone, normal, toujours le glaive contre le bouclier. On a différents types de lutte anti-drone. La première, la plus simple, historique, c'est comme l'ancienne DCA, défense contre avion, donc c'est des canons qui vont balancer pas mal de munitions et de ferraille dans le ciel, des munitions airburst, qui vont pouvoir taper les drones. Ensuite, on a tout ce qui est brouillage. J'ai parlé de la liaison de données qui est une radio, une fréquence radio entre le drone et la station de contrôle. Donc si on arrive à la brouiller avec des brouilleurs, c'est de la lutte anti-drone. Ensuite, on peut brouiller les signaux GPS. Le drone se repère dans le ciel, dans l'espace avec ses GPS. Si on arrive à brouiller la partie signal GPS, on pourra faire tomber le drone, ou en tout cas on l'empêchera d'opérer de manière efficace parce qu'il ne pourra plus se repérer précisément. Et enfin, on a même des drones anti-drones, des drones qui vont aller percuter d'autres drones. Donc des drones très rapides, très véloces, qui vont partir et avec un système d'intelligence artificielle également, on va pouvoir détecter, localiser l'aéronef ou le drone qui est mis en œuvre par un adversaire, aller le percuter pour le faire tomber. Alors,
pour en terminer, est-ce qu'on doit revoir totalement l'art de la guerre à l'aune de cette nouvelle technologie ? Il ne faut pas revoir l'art de la guerre, mais il faut adapter avec les nouvelles technologies. Les drones, maintenant, sont incontournables. Leur emploi est établi dans toutes les fonctions opérationnelles. Et l'emploi des drones permettra d'emporter la décision. Un emploi judicieux, bien dosé par endroit, permettra d'emporter la décision. Pour cela, il faudra bien optimiser l'emploi de chaque fonction opérationnelle. L'artillerie, hier, c'était quelques radars et des observateurs. Aujourd'hui, on y rajoute le drone qui va permettre d'avoir cet observateur d'artillerie finalement déporté pour aller chasser, récupérer des données sur un ennemi, acquérir l'objectif, envoyer tout ça dans sa chaîne feu pour pouvoir neutraliser avec les obus d'artillerie ou les roquettes. Merci colonel Olivier de la Stat d'avoir passé en revue ces révolutionnaires changements et la façon dont les soldats français savent désormais se rendre maîtres de ces quadricoptères. Combat Futur se tait un instant, à l'écoute pour mieux déterrer les demain et leurs 1000 éventualités respectueusement.